Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV diffusé sur Figaro TV. Pour m'accompagner aujourd'hui, Damien Canivez, ça va Damien ? Bah ça va pas mal. On s'est pas habillé pareil aujourd'hui, incroyable. Non. On a réussi. Ah ouais. Malgré tout, on a quand même une chemise blanche tous les deux. Bon, oui, chemise blanche, on va dire que c'est classique. Les gens vont arrêter de dire qu'on vit ensemble, ce qui est totalement faux. Notre invitée du jour, vous allez la voir, ou plutôt entendre, c'est celle qui est une voix reconnaissable entre mille. Elle est cette présence invisible qui fait parler les autres en aparté sur Canal+. Passée par BFM, France 5, Europe 1, elle a troqué les breaking news contre les confidences feutrées et le micro du direct pour la plume nostalgique, mais elle garde le cap du journalisme, même quand on ne la voit pas. Salut Nathalie Lévy. Salut Nathalie. Merci d'être avec nous. On est ravis de vous avoir. Vous êtes la présentatrice qu'on ne voit pas, mais qu'on entend si bien dans En aparté sur Canal+. Et bientôt, on est très content parce que vous allez repasser devant la caméra. Enfin, le lancement mardi prochain de votre nouvelle émission sera le 24 mars. Ma tribu, ce qui nous lie sur Canal+. Et il y a également votre podcast, Génération, dont on va parler dans un instant, Génération au pluriel. Alors avant qu'on parle de ces deux rendez-vous, moi j'avais une question pour vous. Est-ce que ces nouveaux formats, et c'est chouette de voir que vous en faites, c'est simplement parce que vous n'avez plus envie d'être juste une voix ? Est-ce que ça vous manquait l'antenne ou pas ? Je m'y attendais pas. C'est la question égo. La question égo, la première. Franchement, si j'étais guidée par mon ego, je vais y arriver. Honnêtement, je serais revenue à la télé depuis longtemps. Vous pensez pas ? Enfin, j'ai eu des possibilités, sincèrement. Et donc je pense que si je l'ai pas fait, c'est que j'avais vraiment plus envie de ça. Et puis surtout, j'avais très envie d'en aparté quand j'y suis allée, quand j'ai candidaté, puisque j'ai il y a 5 ans déjà. Il y a 5 ans, et que je connaissais pas du tout la direction de ce groupe. Je me suis présentée, je me suis manifestée, je suis presque arrivée avec mon CV pour leur dire coucou, vous pensez pas du tout à moi, je viens d'une chaîne info, j'ai pas du tout le ton ni le rythme, mais je suis capable sincèrement de me poser, d'aller dans les zones grises, d'aller dans la nuance, etc. Donc j'avais très envie de ce format, de ce programme, et donc voilà. Après, évidemment que j'ai envie de faire plein de choses, et c'est beaucoup aussi pour ça que je suis partie de BFM, parce que vous savez, quand on est en chaîne info, vous le savez très bien, on est en période d'élection, etc. On est des hamsters dans une roue. Sur un rail, on mange info, on boit info, on dort info, etc. Moi, j'avais très envie d'ouvrir d'autres ports, de découvrir d'autres territoires, et maintenant, je peux vraiment le faire. Alors moi, je vous taquinais, hein, je sais qu'il n'y a évidemment pas de frustration sur Un aparté. Non, mais est-ce qu'il y a au contraire un côté un peu reposant, comme ça, à n'être qu'une voix, presque, hein, oui, en fait, je ne sais pas si c'est reposant, parce qu'il y a un vrai travail. Je peux vous dire que quand je bosse, par exemple, la biographie de Fanny Ardant, qui est épaisse comme ça, hein, c'est un dictionnaire, ou celle de André Dussolier, par exemple, des gens qui ont vraiment des carrières longues, etc. C'est un énorme travail. Alors, moi, je travaille vraiment de manière très artisanale. On fait de l'orfèvrerie, j'ose espérer. Donc, j'ai une équipe formidable qui recueille, qui va chercher, qui lit tout, etc., et qui me donne donc une grosse matière. Je vois les films, je vois les films, je lis les livres, etc. Et donc, il faut quand même la travailler, cette matière. Il faut réussir à en sortir la substantifique moelle et à raconter toute une histoire en une demi-heure. Donc, c'est beaucoup de travail. C'est quand même un engagement certain. Et puis... et une performance vocale aussi, sans la pression de l'image, en fait. Mais j'ai plein d'invités où j'ai quand même vachement de pression. Lesquels, par exemple, et pourquoi ? Parce que c'est des invités qui vous impressionnent et vous voulez être à la hauteur, tout simplement ? Oui, Jacques Audiard, je crois, par exemple, la dernière fois que vous étiez venu, c'était super impressionnant. C'était avant les Césars. J'ai regardé toute sa filmographie, je me suis remise en bouche, véritablement, enfin dans l'œil en l'occurrence. Voilà, il y a des invités dont je sais qu'ils n'ont pas du tout envie de faire de la promo, par exemple. Ils viennent un peu avec des pieds de plomb. Donc il faut réussir à les séduire, à les charmer, à les rassurer aussi, et pour autant à y aller. Moi, j'adore l'idée d'avoir réussi à faire en info le ton que j'avais, la dynamique, je pense. Je suis quelqu'un d'assez... punchy, c'est vrai. Et d'avoir réussi à moduler tout ça et d'arriver comme ça dans les égratignures de chacun, dans ces zones grises, d'avoir réussi à écrire finalement une autre Nathalie, enfin je ne sais pas si je m'exprime bien, mais et donc par exemple Pete Doherty, vous voyez, que j'ai fait, que j'ai eu il y a 2 ans à peu près en aparté, qui est quelqu'un qui est quelqu'un d'assez rock'n'roll, voilà, pour dire les choses. Pour moi, c'était, il y avait une forme d'appréhension, parce qu'on ne sait jamais trop, on sait jamais trop comment il peut réagir à ça, on ne sait jamais trop ce qu'il va aller chercher comme élément pour essayer de me dérouter, parce qu'eux aussi, parfois, ils ont envie de nous dérouter. Bien sûr, je le reçois de nouveau, là, très prochainement, parce qu'on a beaucoup d'internationaux et c'est formidable, mais c'est un petit challenge, c'est quand même un petit défi personnel. Absolument. On va parler de ce défi, on parlera de nouvelles émissions, de la nouvelle Nathalie Lévy, puis apparemment, il y en a une nouvelle, ce sera juste après les news médias de Damien Canivez. Oui.
Et on démarre CNews Média, Damien, avec le retour du pire stagiaire. Oui, il faisait partie, vous savez, des visages d'antenne qui se retrouvaient orphelins à la suite de l'arrêt de C8 la saison dernière. C'est tellement violent, tellement méchant. Mais alors là, vous n'êtes pas prêt, Nicolas. Greg Guillotin va rebondir à son tour donc, sur W9 avec cette émission donc, de caméra cachée, le pire stagiaire, comme par hasard, le 1er avril à 21h25. Évidemment, la date n'a pas été choisie au hasard. L'humoriste va se glisser dans la peau d'un stagiaire envoyé donc par France Travail dans une auto-école située en région parisienne. Cet apprenti n'a clairement pas la lumière à tous les étages. Il est impoli, il est en retard, il est lymphatique, il est flemmard, il est peut-être même un petit peu obsédé. Bref, de quoi énerver vraiment copieusement l'animateur qui va l'accueillir, avec lequel il va devoir passer toute la journée. Et ayant eu la chance de participer au tournage, je peux vous assurer que c'est sans doute le piège le plus violent. Vous y étiez, j'y étais. J'ai une petite séquence à la fin, vous verrez. Il ne faut pas éternuer, hein, mais j'y suis. Vous verrez. Et vous allez voir que ce piège est absolument fabuleux parce que ça part dans un climat de violence inouïe, à tel point que le moniteur d'auto-école finit même par casser la canne en bois sur Greg Guillotin, ce qui a occasionné une petite blessure quand même à la main. D'accord. Ouais. On se demande comment il fait pour tenir, comment les gens font pour pas plus le taper. En fait, c'est simplement ça. Alors c'est vrai que Nathalie, la caméra cachée, vous la pratiquez à votre façon, dans un aparté, un petit peu. Comment vous faites pour installer cette ambiance qui soit propice à la confidence? Parce que certains invités, on a l'impression, arrivent bien armés maintenant. Il y en a qui connaissent, puis d'autres qui, au contraire, se laissent porter par le moment. Mais vous, le but, c'est d'essayer de les désarmer le plus possible. Oui, de les désarmer, et en même temps, l'idée, c'est de... Encore une fois, je ne suis pas là pour les mettre en difficulté. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de les amener à quelque chose, à me raconter une vérité, à me raconter une zone grise, à me raconter des contradictions ou des choix compliqués, que sais-je. Mais tout ça dans une forme de bienveillance. Je pense qu'on peut très bien y arriver avec la bienveillance. Hein. C'est ce que j'ai appris aussi, finalement, là, de ces 5 ans. C'est possible. Michel Drucker marche depuis 60 ans avec ça. Oui, mais vous voyez, c'est pas un truc qui était acquis chez moi quand j'étais à BFM, à l'antenne tous les soirs, et qu'on est dans un débat animé, etc. Oui, c'était pas dans les pousser dans le retranchement. Je ne pensais pas qu'on pouvait y arriver. Donc c'est vraiment quand même une autre voie que j'ai ouverte chez moi. Donc voilà, ils sont déroutés parce que l'ambiance fait que forcément ils ne savent pas trop regarder, ils ne savent pas trop quoi faire de leurs mains, de leurs bras, etc. Donc ça, déjà physiquement, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue déjà dans la posture physique. Et ensuite, oui, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de regard. Donc c'est la parole qui prend l'espace, c'est ma voix aussi qui occupe l'espace. Et à partir de là, je crois qu'ils sont un peu réconfortés. Je dois avoir une voix ronde, une voix chaude, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et voilà, et donc ça les accompagne, et c'est comme ça qu'on arrive à obtenir des confidences. Et est-ce qu'il y a justement des confidences que vous avez recueillies qui vous ont particulièrement étonné, des confidences vraiment que vous n'aviez pas anticipées parce que justement vous avez réussi à instaurer un climat de confiance avec l'invité que vous receviez dans cette émission? Oui, bien sûr. Il y a eu des larmes aussi. Il y a eu vraiment des larmes très déroutante de certains artistes. Léa Drucker, par exemple, qui a été saisie par les larmes. Ariel Dombal, qui était vraiment dans un moment où il a fallu qu'on arrête l'émission pour la remaquiller, tant elle pleurait. Léa Drucker, pareil, je crois qu'on avait arrêté pour la remaquiller. Donc oui, il y a à la fois par la baie vitrée, vous savez, qui prend une place centrale aussi dans cette émission, qui les saisit quand on arrive à créer un endroit où aller replonger dans un lieu de vie important. Donc ça, et puis effectivement, à un moment, le dialogue est tel que oui, il se raconte davantage, et oui, je me retrouve à avoir... Heureusement que j'arrive à obtenir autre chose que ce que j'ai dans mes notes, parce que sinon ce serait triste. Mais oui, bien sûr, il y a évidemment des moments qui me bouleversent. On continue CNews Média, Damien. Flavie Flament, elle est revenue sur son expérience de courte durée, sur Télématin. Ah oui, je vous confirme, aventure de courte durée, puisqu'elle n'y sera restée qu'une seule saison. L'animatrice était l'invitée de Pure Média l'Hebdo sur T18 afin d'assurer la promotion de son rendez-vous quotidien Flavie en France, mais elle a aussi décidé en effet de s'exprimer sur cette tranche matinale qu'elle a incarnée pendant seulement quelques mois avec Julien Arnaud, avec qui elle s'entendait finalement bien, contrairement aux rumeurs qui couraient un petit peu dans le métier et dont on se faisait parfois écho dans les médias. Alors si elle a décidé de jeter rapidement l'éponge, c'est simplement parce que son rythme ne correspondait pas véritablement avec les exigences de la matinale. C'est une émission qui vous vole, qui vous kidnappe, vous n'avez pas de vie, vous vous levez à 3h30, vous ne voyez plus les gens que vous aimez. Forcément, voilà, ça l'a un peu saoulé. Voilà ce qu'elle a déclaré donc, face à l'animatrice Virginie Guillaume. Elle a même précisé qu'elle en a informé la direction de France Télévisions assez vite, au bout de 2 mois seulement, qu'elle souhaitait effectivement lâcher les rênes à la fin de la saison. Et vous, c'était quoi la pire expérience télé, Nathalie? C'était, avec le recul, les chaînes... Alors la pire, on va dire la plus dure,
C'est les chaînes info, c'est ça? C'est le rythme que ça impose? Les jours où il faut, les matins? Vous avez fait déjà de la matinale comme ça très tôt? J'ai fait de la matinale en radio et un peu donc en les télé, levées à 3h du mat, vous connaissez? Non, c'est vrai que ça a été très compliqué. Pour moi, c'est antinomique avec le rythme humain. Biologique, humain, bien sûr. Ouais, exactement. Donc je l'ai très mal vécu. Mais j'ai adoré faire de l'info. J'ai adoré ces plus de 15 années en chaîne info. J'ai adoré être au cœur de l'activité du monde, de ce qui se joue, d'être vraiment... ma pire expérience télé, donc, c'est ça la question? Oui, ou la plus dure, la plus compliquée, on va dire. Alors, certainement pas la pire, mais probablement, effectivement, la plus compliquée. Je crois que c'était la première saison de C'est à vous, donc 2009, sur France 5. L'émission se met en place. Ouais. Formidable émission. Alessandra Sublet, maître de cérémonie, chef d'orchestre, incroyable, etc. Et donc, moi, j'étais chroniqueuse à cette époque-là. Et je ne me suis pas du tout trouvée pertinente en tant que chroniqueuse. Je pense que clairement, c'était pas pour moi. Je venais aussi, moi, de déjà quasiment 5 ans de BFM TV, où j'étais chef d'orchestre, où j'avais ma tranche de 2h30 d'infos. Et là, je me retrouvais dans une sorte de position comme ça, une chaise un peu bancale, où on ne sait pas trop si on a le droit de parler à ce moment-là, ou si on n'a pas le droit d'interagir avec l'invité plus que l'animatrice. Et en fait, je crois que c'était pas du tout une position qui me correspondait. Il y avait Anne-Elisabeth Lemoine déjà à l'époque? Non, pas du tout. C'était Alessandra Sublet qui présentait l'émission. Non, mais je sais, mais elle était chroniqueuse après. Alors non, avec Anne-Sophie Lapix, elle était chroniqueuse. Non, c'était vraiment la toute première année, donc on a essuyé les plâtres et Alessandra était incroyable. Mais moi, Michalak qui faisait partie de l'émission. Absolument. Mais quand on est chroniqueur, on est. Il faut savoir jouer des coudes aussi. Bien sûr. Et je crois que je ne sais pas faire ça. Damien, fini pour les news? Ah oui, j'ai cru que vous alliez me demander une troisième, j'en ai pas. Ça nous va pour aujourd'hui. Il y en aura d'autres. Dès demain, on passe au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Nathalie Lévy. Nathalie, vous êtes l'animatrice en voix off dans Aparté sur Canal+. Et la semaine prochaine, 24 mars, 23h, vous animerez une nouvelle émission, Ma tribu, ce qui nous lie, avec Alex Lutz en premier invité. Alors, vous allez évoquer évidemment son entourage, les souvenirs, ça c'est pour le fond. Et pour la forme, une IA qui recrée des souvenirs. Expliquez-nous un petit peu comment ce concept Ma tribu va se concrétiser à l'écran. Qu'est-ce qu'on va y voir dans Ma tribu? Alors, d'abord, le parti pris, c'est d'être vraiment dans la déconstruction du mythe de l'artiste isolé. Moi, c'est ce que j'avais à cœur de raconter. C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans cette société du jeu, de l'ego, qui prend tellement de place. Moi, j'avais envie de revenir vraiment au nous. Donc ça, c'est sur le fond, effectivement. Sur la forme, je trouvais qu'il était intéressant, effectivement, d'exploiter l'intelligence artificielle, puisque ça y est, elle fait partie clairement de nos vies. Et j'avais très envie aussi de sortir d'un plateau, de sortir de la confidence canapé, où on est côte à côte, etc. Ce que je fais par ailleurs autrement, hein. Mais là, sur ce rendez-vous-là, j'avais très envie d'être comme dans une espèce d'aquarium, mais de rentrer dans la mémoire d'un individu. Vous savez, avec des codes de cinéma, puisqu'on est sur la chaîne du cinéma, à la Terrence Malick, à la Wong Kar-wai, etc. C'est ça qui m'intéressait, c'est de créer un peu, même comme à l'Atelier des Lumières, que beaucoup de gens connaissent, à Paris, mais qui existe aussi un peu sous une autre forme dans d'autres villes. J'avais envie, comme ça, de cette notion de projection et de faire rentrer l'invité dans sa mémoire, dans les images de sa vie, avec tout cet environnement qui l'enveloppe à 360 degrés. Donc oui, effectivement, avec Alex Lutz, on est sur un plateau, parce qu'il faut bien être quelque part, hein, bien entendu, mais on est dans un plateau à 360. Donc en fait, il a toutes les images et tous les visages de sa vie, tous ces gens qui sont ces invisibles, en tout cas les seconds rôles de son histoire, sa famille biologique, mais aussi sa famille d'élection, ceux qui ont marqué sa route, qui vont comme ça s'imprégner partout dans les images, dans des tailles évidemment qui sont colossales et avec tout ce qui est sensoriel également. Et comment les invités réagissent-ils? Parce que l'intelligence artificielle, c'est quand même un outil très bluffant. C'est capable de effectivement reproduire des choses parfois même plus vraies que nature. Ils sont bouleversés ou au contraire parfois amusés en voyant que ça a été reproduit mais pas de façon totalement exacte? Alors bon, d'abord il y a une question d'éthique. Donc sur l'intelligence artificielle, on est allé vraiment, et j'avais à cœur d'aller vraiment sur des questions, j'allais dire, de lieux, de géographie, mais pas du tout d'humains ou de personnes qui ont compté, qu'on recréerait avec une voix, un physique, etc. Pas du tout. En revanche... vous êtes servi d'informations que vous aviez sur... Voilà. En fait, on a testé sur moi. Moi, j'ai des souvenirs très, très forts de la cuisine, par exemple, de ma grand-mère, dans laquelle j'ai mangé, grandi, etc. Et j'ai demandé à l'IA, en fonction des informations que je lui ai données, je lui ai demandé de la refaire, cette pièce. Avec... elle écoutait RTL, la valise RTL le matin, donc il y avait le poste
radio au-dessus du frigo. Il y avait... il y avait, vous savez, tout ce qui est Formica, c'était ces matières-là, etc. Ça, Et donc j'ai testé le truc et franchement, j'ai eu le souffle court quand j'ai vu ce que ça pouvait donner. On avait exactement, alors j'étais assez précise, c'est vrai, parce que j'ai des souvenirs très très nets de cet endroit, très vivace. Mais oui, je me suis retrouvée dans la cuisine de ma grand-mère. C'est impressionnant. Et donc, c'est ce que j'ai eu envie de faire, effectivement, avec Alex Lutz pour commencer. Bon, on a hâte de voir, on vous fait confiance, parce que la production était un peu radine sur les images, on n'en a pas eu encore. Pour vous dire, comme c'est pas encore fait, comme c'est assez novateur, et j'espère assez singulier, assez... oui, bien sûr, du coup, on n'a pas pu vous les montrer encore. Mais ça arrive. Mais effectivement, il y a un vrai sens, et le fond, c'est surtout montrer, vous le disiez, que l'artiste n'est jamais seul, qu'il est un peu, en gros, le fruit de son entourage, c'est ça ? Oui. Que ce soit famille, amis, la famille qu'il a et celle d'adoption. Exactement, ça, stop au destin solitaire. Ouais. Arrêtons de nous faire croire à cette légende. Un artiste, il s'est construit avec, évidemment, avec des ratés, et heureusement, c'est quand même ce qui nous lie. C'est pas les victoires et les succès, ni les Palmes d'Or et les Oscars qui nous lient, c'est quand même ce qui nous a heurtés, ce qui nous a fait recommencer, etc. Donc ça se construit avec ça, et puis avec toutes ces personnes, alors parents, mais aussi l'ami qui a tendu la main à un moment, qui l'a emmené à un casting ou pas, et puis qui s'est retrouvé là par hasard, qui a fait que... Donc voilà, c'est toutes ces personnes-là qui jouent en fait un rôle majeur dans une existence, dans une trajectoire professionnelle, artistique, etc. Et c'est ceux-là que j'avais envie de mettre à l'image. Alors c'est vrai qu'il y a la famille, il y a les amis. Comment êtes-vous parvenu à aller à la pêche aux infos ? Vous êtes allé interroger tous les proches des invités, c'est ça ? Vous avez décroché votre téléphone ? Vous appelez papa, maman, frère, sœur, c'est vrai ? Alors en l'occurrence, pour Alex Lutz, on a beaucoup travaillé quand même dans le dialogue, mais avec aussi d'autres personnalités qui l'ont entouré, notamment un de ses meilleurs amis qu'on verra dans l'émission, dont je ne savais pas qu'il avait un tel rôle, et il est extrêmement fondateur dans la vie d'Alex Lutz et dans sa carrière. Et là, typiquement, on recrée la pièce où ils ont grandi ensemble, où ils ont passé leur soirée à fumer leurs premières cigarettes et autres, etc. Voilà. Mais Alex Lutz n'est pas au courant complètement. Il y a quand même des surprises. Vous faites ça sans lui dire. Il n'est pas du tout au courant. Quand il a vu la pièce se monter sous ses yeux, il était saisi. Jean Todt, qui est l'autre invité de cette émission, pareil, on a travaillé avec son fils qui nous a donné énormément d'informations, avec des amis de toujours qui sont allés fouiller dans des tiroirs, et ce sont eux qui nous ont fournis en photo, parce que Jean Todt en fait ne garde pas toujours les clichés. Donc oui, on s'est fourni avec l'entourage. Mais là, vous allez vraiment au plus profond de l'intime de l'artiste. Il va falloir que vous soyez très fine pour pouvoir les convaincre de vous ouvrir les portes de leur intimité, parce que quand vous devez appeler les parents, les amis, c'est pas forcément des portes que les artistes ont l'habitude de nous ouvrir. Non, il faut tourner, évidemment, il faut prouver sa bonne foi. Le travail de journaliste, quoi, tout simplement. Très long. Exactement. Ouais. Mais je crois qu'il y a une sorte, quand même, dans cette société, encore une fois, qui nous met beaucoup, nous, les individus, tout seuls, en avant, en gros plan, par écran, etc. Je crois qu'il y a quand même une sorte de prise de conscience et une manière de se dire, bah oui, ok, je suis là, mais je ne suis pas arrivé là tout seul, et j'ai aussi à cœur de montrer ces invisibles, de leur redonner une légitimité, enfin de leur donner une existence finalement. Alors Alex Lutz, Jean Todt, il y en a déjà d'autres prévus, Nathalie, où il y a des invités qui arrivent? Oui, enfin, on discute, oui, bien sûr, il y a des noms, et puis... Allez-y, je note, je vous écoute. Pas du tout. Mais vous êtes très fin, vous aussi. Mais il y en aura. Ah bah oui, j'ose espérer. C'est pas une émission test, c'est pas... Mais non, parce que c'est un vrai concept, donc on a tellement travaillé ce concept avec les producteurs avec lesquels je collabore, que oui, j'ose espérer que ce ne sera pas un ballon... Voilà... Ce ne sera pas un coup pour rien, quoi. Alors, l'autre nouveauté, on sort un peu de la télé, c'est votre podcast Génération au pluriel, qui sera disponible dès demain, d'ailleurs, sur les plateformes YouTube, TikTok, Instagram. Vous nous direz exactement où on va le trouver. Le 19 mars, c'est demain, et le premier invité, c'est Eddie Semoun. Si je résume qu'on est, on va dire, sur un mini... en aparté, en face à face, sans bouger, c'est réducteur ou c'est un peu ça? Ouais, c'est réducteur. Vous pouvez me le dire, allez-y. C'est-à-dire que, en fait, c'est mon parti pris. Là, vous connaissez un peu mon ADN, c'est vrai que j'aime travailler sur les questions de la famille, parce que pour moi, la famille, c'est un écosystème. Dans la famille, il y a tout. Il y a des questions économiques, il y a évidemment les questions de santé, les questions de moralité. 12 générations, effectivement, donc, la transmission aussi. Pour moi, la famille est un terrain de jeu extraordinaire. Et donc, pourquoi Génération? Parce qu'en fait, j'aurais pu l'appeler Génération Sandwich. Parce que vous, Damien, peut-être vous êtes un peu trop jeune, mais vous, Nicolas, vous êtes pile dans cette Génération Sandwich. Ouais, la Génération
sandwich, et c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est une chercheuse américaine qui s'appelle Dorothy Miller qui l'a théorisée, qui a forgé cette explication qui est que on est, nous, une génération d'invisibles. C'est-à-dire qu'on est assommé par le travail, on bosse, hein. Ouais. On bosse, on est d'accord. Jusque-là, j'en fais partie. Ok. Ça va. On a des parents qui commencent, alors qui vivent davantage, qui vivent plus longtemps, c'est formidable. Mais on a aussi des enfants. Et donc, il faut les gérer, ces enfants. Donc, financièrement, c'est nous qui sommes là pour prêter main forte à nos gamins, émotionnellement, de plus en plus longtemps, en plus. De plus en plus longtemps, vous l'avez dit. Et nos parents, parce que l'allongement de durée de vie, et c'est formidable, qu'on doit accompagner, et dans des moments de vie qui sont aussi compliqués, avec des situations de santé, etc., qui vacillent. Et qui se complique. Donc nous, on est cette génération sandwich. C'est très imagé en réalité. Et je pense que je vous vois hocher de la tête. J'ai l'impression que ça vous parle. Mais bien sûr, c'est normal. Voilà. Et en fait, c'est la première fois à échelle de l'humanité qu'il existe comme ça cette génération de manière aussi marquée, qu'on peut la nommer, que c'est globalisé, que ça existe de manière, voilà, encore une fois, ça a été théorisé. Et oui, c'est ça. La question de l'allongement de l'âge, de la durée de vie de nos parents. Elle est là et c'est formidable. Nos parents vivent plus longtemps, mais pas toujours bien, même si les progrès de la science, etc., de la domotique permet de les accompagner, etc. Mais il y a quand même ça. Et nos enfants restent au bercail bien plus longtemps. Et donc, il faut les assurer émotionnellement et financièrement. Damien, vous êtes parti de chez vous il y a 2 ans. Exactement. Je ne suis pas encore un sandwich, monsieur, mais bientôt. Donc, en fait, on est une génération, qui porte la solidarité familiale, in fine. C'est vrai. Et personne ne le dit. Et je ne vous parle même pas de la charge mentale, etc. Parce que je n'ai pas envie d'aller là-dessus nécessairement. Mais ça peut être compliqué. Ouais, c'est vrai. Non, moi, je m'occupe que moi, vous savez. On sait, on connaît. Et pourquoi Elie Semoun comme première invitée parce qu'il est typiquement dans la cible. Elie, il a accompagné son papa. Qui a été frappé par Alzheimer. Il en a fait un très beau documentaire et il travaille aujourd'hui sur un film de cinéma. Et puis Elie, typiquement parce qu'aujourd'hui il est de nouveau papa à 62 ans, il a un fils de 34 ans qui lui est parti de la maison, mais il a aujourd'hui un bébé, donc il est dans les couches culottes. Donc on est précisément, exactement là, dans l'archétype de cette génération sandwich. Alors le ton évidemment est très différent dans l'aparté, il y a du tutoiement. Est-ce que ce sera comme ça avec vos invités ou c'est parce que vous connaissez bien Elie Semoun? Jean-Todt, par exemple, vous le tutoyez ou... Alors, Jean-Todt, il n'est pas dans la génération sandwich. Non. Non, mais je veux dire, ce ne sera pas obligatoire, j'imagine, d'avoir. Non, ce ne sera pas obligatoire. Non, je ne m'impose rien. Mais si vous connaissez le tutoiement, c'est un autre. Oui, parce qu'on se parle vrai. Enfin, j'ose espérer. Elie m'a dit des choses qu'il ne m'avait pas dites, à la fois sur ce nouveau couple avec sa compagne, à la fois sur ses angoisses, sur la maman qu'il a perdu, sa maman. Il a été orphelin de mère très jeune, sur le suicide de son frère. Ça, il ne me l'avait jamais dit. Donc voilà, ça dépendra. Il n'y a pas de règle. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Bien sûr, oui. Est-ce qu'il n'y a pas un embouteillage de podcasts aujourd'hui? Je vous pose cette question parce qu'il n'est pas rare qu'on reçoive des personnalités sur ce plateau qui lancent eux-mêmes leur podcast. Dernière en date, Isabelle Morini-Bosque, par exemple, qui a lancé aussi son podcast sur YouTube. On peut parler de podcasts qui cartonnent d'ailleurs, comme ceux de Guillaume Play avec Légende. Bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a pas un entretien, c'est le premier de France. Mais ça fait des années qu'il est dessus. C'est vrai. Aujourd'hui, il y a une vraie rédaction derrière lui. Aujourd'hui, on a l'impression que des entretiens, on en voit partout, tout le temps. Voilà. Bien sûr. Je suis d'accord. Alors, comment il va se différencier le vôtre? Allez-y, pour donner envie. Parce que typiquement, voilà ce que je vous disais, c'est que cette génération sandwich, en fait, on est les invisibles de la société. Et moi, je trouvais que c'était important de nous raconter, nous, en fait. Pardon, mais je veux dire, on s'interpelle. Voilà, vous m'avez regardé, Nicolas, avec des yeux interrogatifs, en disant, bah oui, au fond, je ne sais pas ce que vous vous êtes dit, en réalité. Mais non, mais je me suis dit que vous aviez raison. Oui, je n'avais pas réfléchi à la question, mais vous avez raison. J'en suis. Et je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça, je ne savais même pas que ça existait, je ne savais même pas si j'étais vraiment chargée de famille seulement, ou si c'était bien normal que j'en sois là. En réalité, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on est, nous, à cette place-là. Absolument. Alors, évidemment, ce sera disponible sur les plateformes. Sur quoi on pourra voir Génération? Donc YouTube, c'est Génération, YouTube, toutes les plateformes. Toutes les plateformes, Deezer, YouTube. En audio aussi, effectivement. Bien sûr, absolument. Tout au même titre que ce qui se fait, je pense, dans ces médias-là. Et Canal+, donc, il y a évidemment en aparté dont on a parlé tout à l'heure, que vous animez depuis 5 ans maintenant. Est-ce que vous avez toujours le même plaisir et surtout, est-ce que ça va se poursuivre encore 1, 2, 3 ans? Pendant combien de temps? 10 ans, moi. 10 ans, c'est vrai, vous voyez encore. 10 ans, vous y êtes encore, il y a toujours le même amour.
Bon, j'adore l'idée de faire plein d'autres choses parce que c'est ce que m'a permis aussi cette liberté en quittant BFM TV, c'est encore une fois d'ouvrir d'autres tiroirs, etc. Donc j'espère, j'ai écrit un deuxième ouvrage, je travaille sur un troisième, donc j'essaye aussi de me diversifier et j'adore l'idée de me diversifier. Mais en aparté, c'est quand même un écrin extraordinaire parce que vous savez, c'est quand même un passeport pour l'humain cette émission. Il y a à la fois ces invités qui sont un peu déroutés les premiers instants et après avec lesquels on écrit quand même quelque chose. Et puis il y a le fait de les retrouver en aparté. Par exemple, André Dussolier, que j'ai reçu à plusieurs reprises, est revenu. Il me dit à chaque fois, mais Nathalie, mais qu'est-ce que je vais pouvoir te dire de nouveau? Qu'est-ce qu'on va pouvoir se raconter? Je comprends pas. Et moi, c'est mon enjeu. Bien sûr, c'est ça. C'est presque ma cerise sur le gâteau de me dire, il va falloir trouver autre chose, d'autres entrées, d'autres manières de le surprendre, etc. Donc c'est très excitant. C'est vraiment une petite stimulation supplémentaire. Et voilà, donc j'ai beaucoup de plaisir à retrouver les invités. Il s'est créé quelque chose, donc en plus il y a une forme de connexion différente, etc. Donc non, et rester dans l'intime, dans l'humain, c'est facile au moment de la promo, quand la parole de ces stars en général est assez calibrée, souvent au millimètre, en pleine promo, vous arrivez à glisser là-dedans l'humain, l'intime. Ils savent ce qu'ils vont chercher quand ils viennent dans un aparté. Oui, c'est ça. En fait, ils sont quand même pas dépourvus. Ils sont quand même pas dépourvus d'informations. Ils connaissent tous en aparté. Ils savent très bien ce qui s'y passe. Ils savent très bien qu'il faut donner à minima, si je puis dire. Sûr, effectivement, on va pas se raconter d'histoire. Et vous le savez comme moi, Nicolas, Damien, quand les invités sont dans une posture. Et ça arrive, il se passe rien. Oui, évidemment, c'est une émission pour rien. Alors oui, on va montrer de belles images. Oui, à la caméra, ça donnera quelque chose, mais c'est malheureux. Ça vous est déjà arrivé? Ça vous arrive de temps en temps quand même, la fréquence d'invités un petit peu oui, décevant? ça arrive. Je pense que honnêtement, ça arrive. C'est pas tant ça que des invités où il y a vraiment pas de connexion. Ça peut arriver aussi. Ça peut arriver. Il peut y arriver qu'on se comprenne pas du tout. Ça m'est arrivé. Sur 5 saisons, ça m'est arrivé sincèrement 4 fois, je dirais. C'est très identifié, je ne vous dirai pas qui c'est, mais où on ne se comprenait pas, on ne parlait pas la même langue. Ouais, c'est ça, ça passe pas. Et j'ai eu des artistes femmes comme des artistes hommes, mais plutôt des femmes, et où j'avais l'impression de passer à côté complètement, ou voire de les déranger, d'être... voilà. Bon, écoutez, ça arrive, mais c'est une question d'humanité. Donc, en tout cas, vous ne dérangez pas. À chaque fois que vous venez sur ce plateau, c'est toujours un plaisir, Nathalie. Je rappelle qu'on retrouve évidemment dans Un aparté tous les soirs, 20h30 sur Canal. Ma tribu, donc ça arrive mardi à 23h. Ce sera dispo évidemment sur l'app Canal, vous pourrez la voir. Et Génération, dès demain, TikTok, YouTube, effectivement, toutes les applis. Effectivement, Canal App aussi ou pas du tout Génération? Non, pas encore. On teste d'abord sur toutes les plateformes, mais on verra ensuite. Très bien, Damien, on sera là dès demain avec un nouvel invité, Georges Fenech. C'est notre invité d'ici là. Prenez soin de vous et merci encore de votre fidélité.